Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h37 sur studiokalita.com, sur Studio Kalita plus précisément. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin avec une revue que nous allons débuter avec les sites d'information, le Maariv et le Ynet, qui se penchent ce matin dans leur page d'ouverture sur cette information parue dans le magazine américain Vanity Fair hier, une information qui nous ramène 6 mois en arrière lorsque Donald Trump avait révélé au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qu'il détenait de la part d'Israël des informations top secrètes sur l'utilisation par Daesh d'ordinateurs portables piégés dans le but de commettre ou de tenter de commettre des attentats terroristes dans des avions de ligne commerciale. Donald Trump avait donc expliqué à Sergueï Lavrov qu'il détenait des renseignements très précis, donc en provenance d'Israël, fournis par Israël. Il s'avère que jusqu'à présent, on ne savait pas comment Israël avait donc recueilli ces renseignements très précis donc sur les projets funestes de Daesh. Et bien désormais, le Vanity Fair, en tout cas si on le croit, lève une partie de ce voile et affirme qu'un commando des unités d'élite, des commandos Matkal de l'armée israélienne, avec la coordination d'agents du Mossad israélien, s'est infiltré en territoire syrien, au cœur même d'une base de Daesh qui se chargeait justement de la préparation de tels attentats. Et les commandos Matkal auraient déposé des moyens d'écoute technologique extrêmement sophistiqués qui ont donc permis de découvrir les projets de Daesh et de transmettre ensuite ces informations aux Américains qui avaient décidé à l'époque de suspendre, donc de ne pas autoriser l'entrée d'ordinateurs portables dans la cabine des passagers dans les avions de ligne commerciale. Apparemment, les commandos israéliens étaient déguisés en uniforme syrien et circulaient dans des jeeps immatriculés dans l'armée syrienne. Et c'est ainsi donc que l'État d'Israël aurait récupéré une partie. Donc ces informations, du côté israélien, on avait émis à l'époque un profond embarras face aux révélations qui avaient été dévoilées donc par Donald Trump au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Il s'agissait donc de révéler des techniques de renseignement extrêmement sophistiquées de la part des Israéliens. Donald Trump nous a trahis, avait alors dit certains responsables israéliens. Cela avait créé une tension entre les services de renseignement israéliens et américains. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin le sommet de Sochi qui s'est tenu hier après-midi sous la présidence de Vladimir Poutine en présence de Hassan Rouhani, le président iranien, et de Tayyip Erdogan, le président turc, 2 jours à peine après la visite au même endroit de Bachar Assad. Le Yalta de Poutine, ont affirmé certains commentateurs israéliens en expliquant dès hier que ces 3 chefs d'État, qui ne sont pas particulièrement des défenseurs des droits de l'homme, avaient décidé du sort de la Syrie après la fin des combats et le début de ce que Poutine a appelé l'ère de politique. Dans le Israël de ce matin, le professeur Eyal Zisser affirme que ce sommet est la consécration de la victoire incontestable de Vladimir Poutine dans la région et la constatation de l'absence totale des États-Unis. Et de ce point de vue, c'est inquiétant pour l'État d'Israël, affirme le professeur Eyal Zisser. Quant à Tzvi Barel, il explique dans le Haaretz de ce matin que pour que le calme revienne en Syrie, Poutine devra d'abord satisfaire aux exigences de ses alliés comme l'Iran, sous-entendu donc au détriment de l'État d'Israël. Et alors que se tenait à Sochi ce sommet avec les chefs d'État iraniens et turcs, au Caire s'est tenue une rencontre importante entre les 2 principales composantes du mouvement palestinien, le Hamas et le Fatah, on va dire l'autorité palestinienne. Ces 2 factions ont consolidé le processus de réconciliation interpalestinien enclenché il y a plusieurs semaines en décidant de procéder à des élections pour la présidence de l'autorité palestinienne et pour le Parlement palestinien d'ici la fin de l'année 2018, ce qui n'est tout de même pas pour demain. Le Time of Israel se fait l'écho dans sa page d'ouverture et dans son édition en français de la cérémonie officielle qui a marqué hier le 40e anniversaire de la visite d'Anwar el-Sadat en Israël, une cérémonie qui s'est tenue à la présidence de l'État. Le président Reuven Rivlin a rappelé les 10 jours qui ont changé le Proche-Orient entre le 9 et le 19 novembre et il s'est félicité du fait que la paix avec l'Égypte était restée stable durant toutes ces années. J'en veux pour preuve, a-t-il dit, la récente rencontre entre le président égyptien Assisi et le premier ministre israélien Benyamin
Benyamin Netanyahou il y a quelques semaines à New York. Quant à l'ambassadeur d'Égypte en Israël, Hazem Khairat, il a affirmé que la paix avec Israël n'était que partielle, ne serait que partielle tant que l'État palestinien n'aura pas vu le jour. Il a également vanté les qualités de leader, de visionnaire et de clairvoyance d'Anwar el-Sadat et a appelé les Israéliens et les Palestiniens à s'inspirer de sa démarche pour conclure une paix entre eux. Voilà donc pour cette cérémonie qui s'est tenue hier à la présidence de l'État. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à la crise politique qui couvre actuellement au sein de la coalition gouvernementale autour des travaux d'aménagement des voies ferrées israéliennes qui doivent être effectuées durant ce Shabbat. Le Rav Yaakov Litzman, ministre de la Santé et leader du judaïsme orthodoxe de la Torah, menace de quitter le gouvernement si ces travaux de nécessité sont effectués durant le Shabbat. La semaine dernière, un compromis avait été trouvé grâce au ministre du Travail, Chaim Katz, et il avait permis à des ouvriers non juifs d'effectuer ces travaux d'aménagement. Mais apparemment, il est impossible de refaire cela cette semaine parce qu'il s'agit de travaux d'aménagement sophistiqués qui nécessitent l'expertise de certains fonctionnaires juifs. Et c'est la raison pour laquelle le ministre du Travail, donc Chaim Katz, a affirmé que ces travaux étaient incontournables et que les repousser à des journées ouvrables dans la semaine provoquerait d'immenses embouteillages dans la métropole de Tel Aviv en particulier. Le journal Le Israël Hayom donc souligne également que les partis orthodoxes n'ont pas tous la même approche face à ce positionnement très ferme des orthodoxes ashkénazes. Eh bien, le parti Chasse, par la voix d'Aryeh Deri, a fait savoir qu'il ne quitterait pas le gouvernement si ces travaux d'aménagement étaient effectués. Le Yediot Aharonot et même ce matin, la radio israélienne commente la décision prise hier par le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan, d'exclure tout simplement le député Likoud aussi, Benny Begin de la commission des lois du Parlement israélien. Pourquoi cette exclusion ? Tout simplement parce que Benny Begin a proposé que la loi visant à empêcher la police de présenter ses recommandations à l'issue d'une enquête judiciaire ne soit pas rétroactive et ne s'applique pas aux enquêtes déjà entamées. Cela n'a pas plu du tout à David Bitan, qui est d'une certaine manière devenu l'homme de main de Binyamin Netanyahou et qui a donc décidé sans hésiter de suspendre le propre fils de Menachem Begin, celui qui est considéré dans le Parlement israélien comme la véritable boussole éthique et morale du Likoud. Cela suscite donc des commentaires ce matin. Dov Gillar, le présentateur du journal du matin sur la radio israélienne, a saisi l'occasion pour rappeler une lettre de Menachem Begin, le père de Benny Begin, qui avait été adressée à un citoyen israélien qui lui avait envoyé un joli cadeau d'une certaine valeur. Je ne peux l'accepter, avait dit Menachem Begin, preuve de son intégrité. Ce faisant, Gillar veut montrer le fossé existant entre des figures telles que Menachem Begin et des députés tels que ceux qui ont suspendu son fils hier. Et Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot, affirme que cette décision de David Bitan prouve que le Likoud a totalement changé de visage et qu'il est aujourd'hui sous le contrôle de personnes tels que Bitan ou David Amsalem. Et puis dans ce contexte, allons dans le Israël Hayom qui se fait l'écho d'une polémique provoquée par un éditorial paru avant-hier dans le Ma'ariv sous la plume de l'avocat de droite Nadav Haetzny. Dans cet éditorial, Haetzny rendait hommage à l'action de Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre, mais également il lui suggérait de se retirer dans l'honneur et la dignité avant qu'il ne soit trop tard. Selon lui, le maintien de Netanyahou au pouvoir risque finalement de se retourner contre la droite israélienne. Cet éditorial a fait beaucoup de bruit, en particulier au sein du Likoud, où on a fustigé Nadav Haetzny, l'accusant, je cite, d'être un nationaliste de pacotille. Et puis les sites d'information orthodoxes, mais également les sites généralistes et les journaux se font l'écho de la très vive inquiétude dans le monde orthodoxe pour la santé du Rav Aaron Lev Steinman, qui est considéré comme, je cite, le grand de la génération. Le Rav Steinman, qui a 104 ans, a été hospitalisé d'urgence hier après-midi à l'hôpital Mayané à Yeshua, près de Bnei Brak, pour une insuffisance rénale aiguë. Dans l'après-midi d'hier, les médecins étaient très inquiets à son sujet. Ils avaient parlé de pronostic vital engagé. Mais hier soir, l'un des médecins, le professeur Patrick Sorskin, qui est d'ailleurs un ancien Olé Hadash de France, a affirmé que l'état de Rav Steinman s'était légèrement stabilisé et qu'ils espéraient pouvoir trouver une solution au problème rénal. Et puis le site Ynet révèle un nouveau geste de rapprochement effectué au cours des derniers jours par des personnalités saoudiennes en direction d'Israël, ou plus précisément dans le cas
dans ce cas-là, en direction du peuple juif et même de la communauté juive de France. Le site publie en effet des photos de la rencontre qui s'est tenue la semaine dernière entre le grand rabbin de France, Chaim Korsia, et le rabbin de la synagogue de la Victoire, Moshe Sebag, d'une part, et des officiels saoudiens, le docteur Mohamed El Issa et Khalid El Ankari. El Issa était ministre de la Justice du Royaume saoudien, il est actuellement conseiller spécial auprès du roi Salman, et Khalid El Ankari est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France et un ancien ministre. Les deux personnalités saoudiennes ont en effet répondu favorablement à l'invitation du grand rabbin Korsia à se rendre à effectuer une visite dans la grande synagogue de la Victoire à Paris. Ils ont pu consulter avec eux entre autres un Sefer Torah qui date de plus de 200 ans. Le Rav Sebag a expliqué que les deux personnalités saoudiennes sont restées 2 heures au total dans l'enceinte de la synagogue et ils ont écouté ses explications et celles du grand rabbin Korsia. Et il s'est agi là d'une rencontre particulièrement émouvante, a déclaré le Rav Sebag. Nous avons senti que nous faisions l'histoire, fin de citation. Et puisque nous parlons de rabbin, nous allons terminer cette revue de la presse par le Yediot Aharonot qui nous montre une photo du prince Albert de Monaco en compagnie d'Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition israélienne, qui est aussi le petit-fils du premier grand rabbin ashkénaze de l'État d'Israël, le Rav Yitzhak Halevi Herzog. Le prince Albert et Yitzhak Herzog étaient les deux invités d'honneur de la conférence des rabbins européens qui s'est apparemment tenue à Monaco cette semaine. Donc, ils étaient les invités et le Yediot Aharonot nous montre donc une photo de ces deux invités d'honneur. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le rabbin Yosef Matuzov, qui est l'un des leaders du mouvement Lubavitch en France, Shaliach Chabad à Toulouse. Nous parlerons avec lui du Kinous, de la réunion annuelle des plus de 3000 émissaires du mouvement Lubavitch à travers le monde qui se sont retrouvés à New York pour parler de l'état actuel du mouvement Lubavitch. Nous en parlerons donc dans quelques instants après une pause. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.